Donc, ce débat, auquel je vous remercie d'avoir bien voulu participer, auquel vous contribuez maintenant, s'intitule « La jeunesse du monde ». Donc, les personnes qui sont concernées ici, ce sont évidemment d'abord celles et ceux qui, accompagnant leurs parents, mais seuls aussi désormais, sont contraints à la migration, adolescents qui ont subi des violences, les violences que vous connaissez dans leur parcours migratoire, adolescentes et adolescentes qui devraient être admises ou qui ont ici le statut, c'était avant MIE, c'est devenu MNA, c'est-à-dire mineurs non accompagnés, mais des mineurs non accompagnés, comme vous le savez, ça dépend un peu des villes, mais qui de manière générale sont les victimes d'une prison, ne sont pas les victimes, mais enfin ne bénéficient pas de la prise en charge, qu'ils méritent et qui est inscrite dans les devoirs de l'État. Mais ceux qui sont en discussion aussi, ce sont évidemment aussi les jeunes qui tentent par différentes associations, par différentes actions, d'accueillir les migrantes et les migrants qui sont dépourvus ici. Je pense à quelques passages que j'ai faits du côté de la porte de la Villette, etc. Enfin, c'est des passages relativement réguliers et je suis toujours frappé par les très jeunes participants de Médecins du Monde, d'Utopie 56, etc., de ces différentes associations qui tentent d'apporter ce soutien pratique, ce soutien immédiat, mais c'est un soutien immédiat qui est absolument essentiel pour les migrants qui sont simplement laissés à la rue désormais, qui sont complètement dépourvus, autant du point de vue matériel que du point de vue psychique aussi, ou du point de vue simplement du soutien humain. Et après, naturellement, les traumatismes qu'ils ont subis. Ceci pour passer la parole d'abord au réalisateur du très beau film que nous venons de voir, qui est donc Mantia Dayawara, qui est originaire de Guinée, hein, c'est bien ça, mais qui... vous avez grandi en Guinée, mais ensuite vous avez reçu votre première formation au Mali, hein, c'est bien ça, au Mali, qui a un doctorat de Indiana University et qui est devenu professeur à New York University, NYU, et qui est le fondateur, et c'est une des choses qui nous intéresse ici en particulier, des Black Cultural Studies. Vous savez que les Cultural Studies sont nés en Angleterre, sauf erreur, à l'université de Manchester, notamment par l'influence de Raymond Williams, et il en a repris l'idée pour le développer, notamment à NYU, et il a fondé dans cette mesure aussi une revue qui s'appelle Reconnaissance Noire, c'est bien ça, Reconnaissance Noire, qui porte sur les arts, la culture et la politique. Et l'une de ces manifestations culturelles, vous y avez assisté tout à l'heure. À vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais aussi signaler qu'aux États-Unis, en ce moment, on sépare les parents des enfants et on met des enfants dans les cages. Je ne sais pas si vous lisez les nouvelles ici. Et les parents sont traités de criminels. Tous les émigrés sont traités de criminels pour un pays qui est un pays a migrant country. Tout le monde est émigré. Mais maintenant, je pense que Donald Trump veut vraiment faire un nettoyage ethnique plus ou moins. Et donc, je voulais signaler ça en passant. Oui, le film
est basé sur l'opéra du Sahel. Moi, j'ai été invité à Bamako en 2007 pour l'ouverture, la première de cet opéra. Et j'ai amené mes étudiants, mes caméras pour filmer. Ça, c'est 2007. Et en 2017, Documenta m'a demandé de faire un film. Donc, sans y penser trop, j'ai dit, je vais faire ce film sur l'opéra. Bon, je suis très limité dans ma connaissance de l'opéra, mais ça m'a beaucoup servi comme métaphore de l'immigration. Quand on voit l'insistance, comment l'Europe insiste, il y a Alexandre Klug lui-même qui dit dans le film, la forme de l'opéra est fixe, on ne peut pas toucher. Ça me rappelle beaucoup tout ce qu'on dit. La langue française est fixe, la syntaxe est fixe. On ne parle qu'un seul français. Donc, il n'y a pas 1000 français comme on a 1000 anglais. Moi, j'invente l'anglais tous les jours. Je ne peux pas inventer le français. On le voit dans les romans africains. Tous les romans africains sont plus ou moins des romans français. C'est pourquoi ils ne sont pas très, très traduisibles dans les autres langues. Les plus grands romans africains, Pateba ou Mabankou, quand ils sont traduits en anglais, ils se perdent tout de suite. Personne ne les lit. I'm sorry. Ah oui, oui. C'est la même erreur. Oui. Et donc, quand Claude dit la forme de l'opéra est fixe, mais on peut manipuler les éléments. Là, il m'a libéré tout de suite. Parce que si on peut manipuler les éléments, c'est-à-dire le contenu, les éléments qui sont dans le contenu, on peut changer le contenu aussi. Et c'est ce qui est arrivé avec le roman nigérian. Quand Hahnemann a commencé à publier des romans africains, c'était plus ou moins dans le cadre de, comme on voit ici la francophonie, c'était dans le Commonwealth. Mais les Nigérians ont pris le roman et ils ont fait le roman nigérian. Les Australiens ont fait le roman australien, le roman américain, qui est très différent du roman anglais, parce que tous ces romans ont leur langue. Donc quand Claude m'a dit que je pouvais jouer avec les éléments, il m'a complètement libéré, parce que les éléments éventuellement vont changer la forme aussi. Donc c'est ce qui était intéressant pour moi. Et de même, avec la culture, avec la civilisation, je pense que ce n'est pas figé. Et Edward Gleason disait ça tout le temps. Et avec l'entrée de nouvelles cultures, il disait tout le temps, je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me détruire ni me dénaturer. Et donc, c'est toutes ces inspirations qui m'ont poussé à faire le film de la manière didactique, académique, tout ça, mais tout ça, c'est moi. Je suis très fragmenté, comme on disait dans l'intervention qui nous a précédés. Je suis un enfant de Walter Benjamin. Je suis un enfant aussi de Mark Twain. Mais un enfant, par culture, je suis très français. Les gens ne réalisent pas. Et d'ailleurs, mes collègues, compagnons de route français qui étaient à gauche, mais qui maintenant veulent sanctifier, c'est-à-dire garder la gauche comme quelque chose d'intouchable, me considèrent de post-colonial. Je ne suis pas post-colonial. Je n'ai rien à voir avec le post-colonialisme. C'est des Africains qui ont été influencés par les Anglais et les Américains plus ou moins, et qui ont traduit le post-colonialisme 15 ans plus tard en France, qui sont des post-colonial studies. Nous, on a dépassé ça depuis Cultural Studies, comme vous l'avez dit. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais mes collègues, comme Jean-Louis Hamzel, il dit, oui, Mancha, il me met dans le lot. Alors que c'était un camarade de route, on faisait des choses ensemble. Mais bon, ce n'est pas le débat ici. Très bien. Nicole. Bon. Attendez, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Vous vouliez intervenir sur ce point?
Oui, je peux dire quelques mots sur le film. Ce que je trouve formidable dans ce film, c'est que tout est mouvement, tout est déplacement. C'est-à-dire que, au fond, l'opéra, qui, c'est vrai, est une forme européenne, voyage, est repris dans d'autres termes par des acteurs, des griots. Certains sont des noms professionnels, hein, à Bamako. Et sur le thème justement du voyage, de l'exil, du déplacement, et voilà qu'il nous revient par Mantia. Vous avez compris que c'était aussi, je l'appelle le grand nomade, c'est aussi un déplacé autrement. Et finalement, voilà, c'est un éloge, ce film, un éloge très beau du déplacement. Voilà. Merci. Alors, j'aimerais maintenant j'aimerais passer la parole, en suivant le programme que nous avons établi, à Camille Gindreau, qui est donc doctorante à Paris 1, c'est bien ça, Paris 1, désormais Panthéon Sorbonne, et qui représente ici l'ANAFE, c'est-à-dire donc l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Elle est spécialiste elle-même en droit public international, et je m'imagine qu'elle va nous présenter quelques considérations autour de la question du franchissement des frontières et donc du délit de solidarité, puisque le délit de solidarité, le franchissement de la frontière ou l'aide au franchissement de la frontière est devenu désormais un délit de solidarité. Merci d'avoir convié l'ANAFE déjà à cette journée et puis à cette table ronde. Donc en effet, je vais vous parler du délit de solidarité. Je vais essayer de vous présenter un peu les évolutions légales qui l'ont entouré, parce qu'elles sont très intéressantes, et puis leur utilisation par les autorités publiques et les juridictions, évidemment souvent dans une volonté de contrôle de la solidarité, en tout cas essayer de diminuer finalement cette assistance qui pourrait être donnée par des citoyens, des militants ou des défenseurs des droits. Alors je vais vous faire un panorama un peu du cadre légal. Alors c'est un peu une sorte d'introduction plutôt aux témoignages qui vont être donnés par la suite par deux des 3+4 de Briançon, qu'on appelle comme ça, donc Bastien et Théo. Donc vraiment je vais rester sur le plan juridique, et eux ils vous donneront peut-être plus du sensible, et en tout cas de ce que ça veut dire pour les personnes et les aidants et les aidantes à la frontière. Alors 2 mots peut-être sur l'ANAFE d'abord. C'est une association qui a été créée il y a une 30aine d'années par un groupe d'associations et de syndicats afin de permettre une défense des droits des personnes privées de liberté aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Donc c'est principalement dans ces lieux d'enfermement qu'on appelle les zones d'attente maintenant, qui sont dans les ports, les aéroports et les gares internationales. Et puis, depuis le départ, l'ANAFE a quand même gardé un œil vigilant sur ce qui se passait aux frontières internes, comme la frontière entre l'Italie et la France, et savoir ce qui se passait à ces frontières. Alors, à partir de 2011, la France a remis en cause la liberté de circulation des personnes dans l'espace Schengen, et ce, en réaction à une décision de l'Italie de délivrer des titres de séjour à titre humanitaire à des citoyens des pays d'Afrique du Nord qui avaient été débarqués à Lampedusa. Et donc la France, en réaction, avait rétabli des contrôles à la frontière franco-italienne. C'était une première étape sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Et en 2015, la fermeture de la frontière avec l'Italie est à nouveau déclarée par la France. Et depuis, le rétablissement des contrôles n'a jamais été levé. Il n'a jamais été arrêté. Et au vu des nombreuses observations, des constats interassociatifs, aussi des citoyens sur place, de mise en danger très grave pour la santé, la vie des personnes migrantes, le non-respect de leurs droits aussi à cette frontière entre 2015 et 2017, nous avons décidé à l'ANAFE de faire de l'ensemble de la frontière un de nos axes prioritaires et de renforcer notre présence à cette frontière, et qui s'est finalement faite par la présence d'une salariée à la frontière franco-italienne.
Et donc, parallèlement à ces constats accablants, on a aussi évidemment reçu énormément de témoignages de militants qui se sont vus de plus en plus inquiétés, voire condamnés pour leur action à la frontière franco-italienne. Dès 2017, on a donc rejoint ce super collectif Délinquants solidaires afin de continuer à soutenir tous les défenseurs des droits humains qui ont pu être poursuivis pénalement pour leur action. Alors, les poursuites engagées contre les aidants et les aidantes à la frontière se basent sur un article du Code d'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, le fameux CESEDA. C'est l'article L622-1 qui énonce que toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France, encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors ce délit, vous le connaissez plus certainement sous sa dénomination populaire de délit de solidarité. Alors cet oxymore, il dit des choses importantes. D'abord, il dit que c'est un moyen pour nous de contester l'existence de ce délit, en tout cas dans son utilisation qui est faite contre les militants aux frontières et aussi sur le territoire qui aident les personnes en situation de migration, mais aussi le glissement qui est opéré dans l'utilisation de cet article par les autorités publiques. En effet, son utilisation a entraîné une mise sur le même plan de deux catégories de personnes très différentes. D'un côté, les défenseurs des droits humains, et puis de l'autre, des personnes qui sont impliquées dans des réseaux de trafic de personnes migrantes. Et on voit vraiment une espèce de mise sur le même plan de ces deux catégories de personnes qui n'ont a priori rien à voir entre elles. Et il est intéressant de noter d'ailleurs que cet article L622-1 s'inscrit dans un ensemble de normes internationales et européennes qui, elles, luttent contre ce trafic, justement. Alors, à commencer par le protocole des Nations Unies contre le trafic illicite des migrants par terre, air et mer du 29 octobre 2002, et dont l'article 3 sanctionne le trafic illicite de migrants et le définit comme le fait d'assurer, afin d'en tirer directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un État partie d'une personne qui n'est ni ressortissant ni résident permanent de cet État. Au niveau européen, c'est la directive 2002-90 qui définit donc l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier et qui prévoit, lui, des immunités. Il prévoit en effet que tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l'égard du comportement défini, dans les cas où ce comportement a pour but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée. Alors, sans être aussi restrictive que la Convention des Nations Unies sur les objectifs de lutte poursuivis, la directive, et ça aussi c'est intéressant, entremêle la lutte contre l'immigration clandestine, l'emploi illégal, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants. Et dans ce contexte, finalement, la France se présente comme un très bon élève de la politique de l'Europe forteresse, en limitant les cas d'immunité dont pourraient jouir les aidants et les aidantes. Alors, en droit français, le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier a été inscrit par une législation qui est un décret-loi du 2 mai 1938, qui était sur la police des étrangers, et qui incriminait tout individu qui, par aide directe ou indirecte, aura facilité ou tenté de faciliter donc l'entrée et le séjour irrégulier d'un étranger. Quant à la notion d'aide à la circulation, elle va être intégrée à la législation française par une ordonnance de 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et qui portait création à l'époque de l'Office national d'immigration. Alors, l'un des enjeux des évolutions légales de ce délit tient vraiment dans les immunités qui sont prévues à l'article L622-4 du CESEDA. D'abord, les immunités, elles ont concerné les membres de la famille proche et puis elles ont été élargies au fur et à mesure. Et puis en 2003, il y a un tournant. On va étendre les immunités au-delà du cercle familial. Alors, on va d'abord étendre aux personnes physiques et morales qui ont visé, lorsque l'aide apportée à une personne aux personnes donc physiques et morales qui ont été visées lorsque l'aide apportée à une personne étrangère l'est face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou à l'intégrité de la personne physique. Et donc, il fallait aussi que ça n'ait donné lieu, évidemment, aucune contrepartie, directe ou indirecte. Mais là, évidemment, c'est là-dessus que tout se joue. On ne précise pas si la contrepartie doit être matérielle ou financière. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de contrepartie à cette aide donnée.
En 2012, on a réécrit cette immunité et on a permis qu'elle puisse bénéficier aux personnes morales et physiques si l'acte reproché n'avait donné lieu donc à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. L'évolution de 2011, en fait, elle répond à une demande, à un appel du Conseil constitutionnel français à l'État d'adopter une vigilance particulière à destination des associations qui apportaient une aide aux étrangers dans le cadre de leur objet social. Néanmoins, cette modification a eu en fait très peu d'effet. Dans la jurisprudence, les notions en fait étaient entendues quasiment de la même façon et elles ont été surtout entendues de façon très restrictive par les juridictions pénales. D'autant plus qu'on peut remarquer qu'en fait, la réalité a montré que les militants ont été davantage poursuivis à partir de 2012, donc justement à partir du moment où la loi devait permettre une meilleure protection des aidants et des aidantes. L'aide apportée aux personnes migrantes aussi s'est transformée. Elle s'est déployée vers des actions plus juridiques et plus politiques aussi de défense des droits humains, et ce qui a semblé déranger alors les autorités. Et par exemple, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence nous dit que l'immunité humanitaire, du fait de l'engagement politique et militant de la personne poursuivie, ne peut être retenue, justement parce qu'il y avait cet engagement politique et militant de la personne. Alors, quelques modifications en termes d'immunité ont été apportées par la désormais fameuse question prioritaire de constitutionnalité du 6 juillet 2018, par laquelle le Conseil constitutionnel a consacré donc, dans sa décision la valeur constitutionnelle de la fraternité, du principe de fraternité et de la liberté d'autrui à aider autrui à titre humanitaire. Néanmoins, contrairement à ce qui a été énormément dit, cette décision est loin d'avoir fait disparaître le délit de solidarité. D'abord, cette décision, elle est contestable parce qu'elle distingue entre l'aide qui va être apportée sur le territoire, donc l'aide au séjour et à la circulation, et l'aide qui est apportée à l'entrée, donc à la frontière, qui, elle, cette aide à l'entrée, est expressément exclue du bénéfice de cette exemption parce que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une cour justement, affirme que l'aide apportée à l'étranger pour sa circulation n'a pas nécessairement pour conséquence, et là c'est intéressant, à la différence de celle apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite. Donc participer à l'entrée d'une personne sur le territoire constituerait dès lors une entrave à la sauvegarde de l'ordre public. Et cette distinction qui est faite par le Conseil constitutionnel est hautement contestable, avant tout parce que la régularité de la situation administrative de la personne, eh bien, on ne peut l'évaluer qu'une fois que la personne est sur le territoire, et d'autant plus que c'est plutôt la situation de vulnérabilité des personnes exilées qu'il aurait fallu prendre en compte à la frontière plutôt que cet acharnement à vouloir les exclure, à les maintenir justement en dehors de notre territoire national. Donc la décision du Conseil constitutionnel laisse aussi, et c'est un autre point contestable, le soin aux juridictions d'apprécier ce fameux but humanitaire qui permettrait justement à l'immunité de s'appliquer. Et justement, elle leur permet aussi de décider en quoi cette définition du but humanitaire peut se combiner avec la notion de militantisme et la dénonciation des violations et du non-respect des droits fondamentaux des personnes migrantes aux frontières, mais aussi sur le territoire national. Alors je reprends cette fameuse décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, parce qu'elle est vraiment très intéressante, parce qu'elle dit que le militantisme ne peut donner le bénéfice de cette exemption, car un acte considéré comme militant impliquerait nécessairement une contrepartie personnelle. Voilà, ça a été quand même assez fort comme décision. D'autant plus. Et puis, on remarque aussi que l'inscription par le législateur, alors dans la dernière loi sur l'immigration, la loi de 2018, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, a inscrit le terme exclusivement devant le terme humanitaire. Et donc, évidemment, on craint que ça puisse avoir un impact très négatif, qui serait évidemment avoir une conséquence d'exclure de l'immunité des actions celle qui aurait une visée militante ou aussi militante. À la frontière franco-italienne, aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui ont été ou qui sont poursuivies sur ce motif.
Et certaines ont d'ailleurs été condamnées par les juridictions de première instance et même par des juridictions d'appel. Et plusieurs affaires ont véritablement médiatisé et ont participé finalement à la malheureuse célébrité du délit de solidarité. Alors on pense évidemment aux affaires de Cédric Héroux et de Pierre Alain dans la vallée de la Roya, ou bien le procès d'aide à l'entrée à l'encontre de Martine Landry, alors qui est un peu moins jeune. Il n'y a pas que des jeunes évidemment qui loin de là, qui sont des militants et des aidants à la frontière, et donc qui était une membre d'Amnesty International et de l'ANAFE. Alors ça a été un procès qui est encore en cours, parce qu'il y a eu appel, mais qui a été très épuisant, parce qu'il y a eu des reports d'instances réguliers. Et puis, elle a surtout marqué, ce procès a surtout marqué une grande absurdité. Donc Martine Landry a été relaxée en première instance le 13 juillet 2018. Et le parquet avait demandé sa relaxe, d'ailleurs, au cours de l'instance. Et immédiatement après la décision de relaxe, le parquet a finalement fait appel de la décision. Et donc, on y a véritablement vu un acharnement du parquet à faire appel et qui démontre une incohérence, en tout cas un acharnement judiciaire des autorités contre les militants à la frontière franco-italienne, mais pas uniquement. Donc on note finalement une escalade aberrante dans la volonté de poursuite et de répression des solidaires. Et puis ça va passer aussi par des mécanismes juridiques assez importants. Par exemple, l'utilisation de la circonstance aggravante de bandes organisées qui va être détournée de son objectif pour justement aggraver les charges qui vont être mises contre les solidaires. Alors, par exemple, on l'a utilisé contre des personnes qui étaient à la frontière franco-italienne, qui ont aidé, les 3+4 de Briançon en ont été les premières victimes. Et il nous paraît compliqué d'expliquer comment il est possible de rapprocher d'un côté les actions solidaires de Montagnard et de l'autre côté une association de malfaiteurs qui se seraient réunis en vue de la commission d'un crime. Alors le parquet a d'ailleurs abandonné la circonstance de bande organisée en cours d'instance dans l'affaire des 3+4 de Briançon, mais l'utilisation de cette circonstance aggravante par les autorités a des conséquences, pas seulement sur l'instance, elle a des conséquences graves qui sont par exemple l'utilisation de procédures spéciales comme l'allongement de la garde à vue au-delà de 48 heures, mais qui vont aussi renforcer des peines pénales encourues. Alors on pourrait avoir des peines qui vont jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et donc tout ça pour avoir secouru des personnes en danger. À travers ce délit de solidarité, c'est donc les droits et les libertés fondamentaux qui sont mis en danger, comme le droit à la vie ou à la liberté d'association. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que la pression sur les aidants et les aidantes participe véritablement d'un objectif de dissuasion à la solidarité. Or, cela ouvre aussi une possibilité pour une personne d'être poursuivie pour un autre délit, celui de non-assistance à personne en danger, si elle n'avait pas réalisé finalement l'action pour laquelle elle est poursuivie dans le cadre du délit de solidarité. On pense par exemple à Benoît, qui est un pisteur secouriste dans le Briançonnais, qui avait été convoqué en mars 2018 pour avoir embarqué dans son véhicule une famille de 4 personnes sans papier. Alors il y avait 2 enfants de 2 et 4 ans et surtout une femme enceinte de 8 mois et demi qui était prise de contraction. Donc il les avait embarqués dans sa voiture pour les emmener à l'hôpital de Briançon. Et donc s'il ne l'avait pas fait, il aurait très bien pu lui-même être poursuivi pour non-assistance à personne en danger, et qui est un article du Code pénal qui prévoit en effet que quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours, eh bien, il peut être poursuivi au niveau pénal. Donc finalement, l'enquête a été classée pour Benoît, elle a été classée sans suite, mais cela n'enlève rien à 8 mois de pression et puis surtout le fait d'être poursuivi pour un acte d'assistance véritablement à une personne qui était en danger. Donc l'utilisation de ce délit par les autorités françaises a finalement pour conséquence de criminaliser les défenseurs des droits humains en raison de leurs opinions politiques et les aidants et les aidantes pour leur agissement humaniste et puis humanitaire aussi. Et donc ça s'inscrit dans un contexte, alors si vous allez à la frontière franco-italienne, ça se voit très fort, un contexte quotidien de pression, d'intimidation aussi, contre les militants et les militantes, contre les associations d'aide aux migrantes, et évidemment on continuera jusqu'au bout à dénoncer tous ces agissements. Je vous remercie. Merci.
Merci pour ces nombreuses précisions sur ce qu'on appelle d'un oxymore, en effet, le délit de solidarité, notamment cette distinction opérée par la Cour d'Aix entre engagement politique, enfin, engagement humanitaire et engagement politique et militant. Je pense que ça, on va en discuter tout à l'heure. Et puis, quelque sorte, le bémol introduit par le Conseil constitutionnel sur le principe de fraternité, avec cette réserve, évidemment, qui concerne l'entrée illicite. Hein. C'est comme une interprétation du droit, c'est vraiment intéressant et ça va certainement donner lieu à une discussion. Nicole Lapierre, maintenant, à votre tour. Donc, Nicole Lapierre, je vous le rappelle, est anthropologue et sociologue. Et je vous rappelle deux de ses derniers ouvrages, le titre de deux de ses derniers ouvrages, Cause commune, avec comme sous-titre Des Juifs et des Noirs. C'était paru chez Stock en 2010, 2011, je crois, c'est ce que j'avais vu. Et puis, un livre qui a été honoré par le prix Médicis Essai, qui s'intitule, une partie d'entre vous, vous l'avez sans doute lu, vous en avez pris connaissance, Sauve qui peut la vie, paru au Seuil en 2015. Avec un appel à l'optimisme et à l'optimisme de la volonté. Et ce sera peut-être au centre de votre intervention. En tout cas, nous sommes très heureux que vous ayez pu nous rejoindre ici. Merci. Puisque ce colloque a été organisé à l'initiative de l'association Daniel Ben Saïd, je voudrais commencer par un souvenir qui d'ailleurs fait écho à ce lieu qui nous accueille. Daniel et moi, nous nous sommes rencontrés, connus, c'était je crois en 1966 à l'université de Nanterre. Nous étions étudiants en philosophie tous les deux et également militants des jeunesses communistes révolutionnaires, les JCR. Et depuis ces années-là, jusqu'à son décès, il y a 9 ans déjà, notre amitié ne s'est jamais démentie. Et à l'époque, où nous nous sommes connus, entre la gare de Nanterre-La Folie et la fac qui sortait tout juste de terre, il y a ici des gens qui s'en souviennent, que je vois dans la salle, eh bien, il y avait un immense bidonville. Et il faut savoir que 43% des Algériens venus en France pour travailler essentiellement dans l'automobile ou le bâtiment vivaient alors dans des bidonvilles. Et celui de Nanterre, l'un des 89 quand même de la région parisienne, a abrité jusqu'à 14 000 personnes, dans des conditions tout à fait épouvantables. Mais à l'époque, ce n'est pas de ce côté-là, très proche, que se tournaient nos regards. C'était vers des luttes qui se menaient au loin, au Vietnam surtout. Alors hier, les bidonvilles, mal dissimulés derrière quelques palissades, et aujourd'hui, les camps pour les migrants, qui sont comme une lèpre sur la peau de l'Europe, et pas seulement de l'Europe, bien sûr, en Libye, en Jordanie, par exemple. La grande différence entre les bidonvilles et les camps, c'est que les seconds sont autoritairement administrés. Quand ils ne le sont pas, d'ailleurs, on les appelle des jungles pour bien signifier que la loi n'y règle pas, en tout cas, n'y règne pas, en tout cas une certaine loi. Les camps sont donc administrés, surveillés, pour avoir cette population migrante mouvante à l'œil. Et parfois littéralement à l'œil. Léa Macias, qui est doctorante à l'École des hautes études et qui a enquêté sur le camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie, le documente dans un excellent article intitulé « Entre contrôle et protection, ce que les technologies de l'information et de la communication font au camp ». C'est à paraître en mai dans un numéro de la revue Communication consacré aux droits humains au XXIe siècle. Alors dans ce camp,
créé en 2012, géré par le HCR et également par les autorités jordaniennes, et qui est devenue, il faut le dire, la 4e ville, si on peut parler d'une ville la plus peuplée du pays, avec près de 80 000 habitants. Dans ce camp, donc, depuis 2016, un système d'identification biométrique a été mis en place. Et il faut le dire d'ailleurs par des entreprises privées, la Middle East Payment Services et la Jordan Ali Bank. Ce système d'identification est utilisé pour l'accès aux denrées du programme alimentaire mondial. Dans les 2 supermarchés du camp, les réfugiés sont obligés de payer avec leur iris, scanné au moment du passage en caisse. Ils se plaignent de la gêne, du malaise occasionné dans ces moments-là. Ils se plaignent aussi des tarifs, des prix pratiqués dans ces supermarchés qui sont beaucoup plus élevés que ceux que l'on pratiquait dans les échoppes du camp, tenues par des réfugiés et qui ont été fermés. Ces supermarchés sont également détenus par des sociétés privées jordaniennes. Alors, je trouve cela effarant, comme vous sans doute, et en même temps révélateur de beaucoup de choses. La rationalisation gestionnaire des organismes humanitaires, la place des entreprises privées, les camps comme lieu d'expérimentation de nouvelles technologies, de contrôle, parfois de communication. Et c'est évidemment une parfaite illustration du biopolitique selon Foucault. C'est également la métaphore de questions que je voudrais évoquer avec vous, celle de la visibilité ou de l'invisibilité des migrants d'une part, et celle du regard que l'on porte sur eux d'autre part. Cette question de la visibilité ou de l'invisibilité n'est pas, si j'ose dire, une vue de l'esprit. C'est une réalité très concrète, très brutale. Évidemment, les migrants doivent passer clandestinement les frontières sans être repérés. Ils doivent donc se faire invisibles. Et face à cela, particulièrement en Méditerranée, les projecteurs d'un vaste dispositif de contrôle sont braqués sur eux. Il y a des patrouilleurs mobiles, des radars côtiers, des radars embarqués, des systèmes très sophistiqués de télédétection. Et il arrive aussi que ces navires de fortune soient en détresse et qu'alors, pour échapper au sauvetage, les passagers soient obligés de se faire visibles, au contraire. Et parfois, les agents aux frontières préfèrent ne pas les voir. Ne pas les voir pour ne pas avoir à les secourir, pour ne pas avoir à les amener dans un port sûr, pour ne pas avoir à s'en occuper, quelle que soit la façon de s'en occuper d'ailleurs. Les cas d'embarcation non secourus sont fréquents et on peut imaginer que ça ne peut que s'aggraver puisque les navires humanitaires sont empêchés et que, vous l'avez sans doute appris, il y a 3 jours, les États membres de l'Union européenne ont décidé de retirer leurs navires militaires de l'opération Sophia pour complaire au moins en partie à Matteo Salviani. Le projet Forensic Oceanography a été mis en œuvre en 2011 par Charles Heller et Lorenzo Pezzani à la suite d'un de ces abandons mortels. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je voudrais dire un mot de ce projet tout à fait formidable. Il prolonge donc sur ces routes de la mer si périlleuses, on l'a vu, le travail d'une équipe de recherche pluridisciplinaire et indépendante, Forensic Architecture, qui a été lancée en 2010 par l'architecte Eyal Weissman. Cette équipe, qui est basée à l'Université de Londres, utilise des technologies de pointe, toutes sortes de technologies de pointe,
Images aériennes, vues satellitaires, reconstitution par images tomographiques, reconstitution de schémas balistiques, etc., pour documenter de multiples cas d'atteinte aux droits humains dans le monde. Forensic, en anglais, signifie médecine légale. Leur travail d'enquête vise en effet à produire des preuves, y compris devant les tribunaux. Je vous invite à aller voir leur site, c'est impressionnant, c'est passionnant et surtout c'est extrêmement utile. Alors j'en reviens au bateau et à cette première enquête de Forensic Oceanographie. En 2011, lors de l'intervention militaire en Libye, 72 personnes fuyant la guerre ont dérivé pendant 14 jours sans aucun secours. 163 d'entre elles, ont péri malgré les signaux de détresse envoyés à des navires qui croisaient au large et malgré plusieurs contacts avec des avions militaires et avec un navire de guerre. Les 9 survivants ont témoigné de cette non-assistance à personne en danger, sans qu'aucune responsabilité ne soit établie. Grâce à un faisceau d'enquêtes utilisant les informations fournies par l'ensemble des technologies de télédétection disponibles, Forensic Oceanographie a reconstitué les événements et confirmé les témoignages des survivants. En travaillant sur le bateau abandonné à la mort, expliquent Charles Heller et Lorenzo Pezzani, nous avons voulu exercer un regard désobéissant et utiliser une partie des mêmes technologies de détection que les contrôleurs aux frontières, mais en déplaçant leurs projecteurs des actes non autorisés du passage des frontières vers des pratiques étatiques et non étatiques qui violent les droits des migrants. Je cite cette phrase, extraite d'un article à paraître prochainement dans Critique internationale sous le titre « Les périls de la migration, médiation conflictuelle du risque aux frontières maritimes de l'Union européenne », qui a été traduit par Isabelle Saint-Saëns et qu'elle m'a communiqué. Alors, ce regard désobéissant permet au fond de voir ce que les États nous cachent, les États et leurs agents. Il permet de voir les migrants exposés, selon l'expression de Georges Didier Huberman. Georges Didier Huberman parle, lui, de peuples exposés. C'est dans L'œil de l'histoire 4, peuple exposé, peuple figurant. L'expression est évidemment polysémique, exposé signifiant visible, mais aussi menacé, exposé au danger, exposé à disparaître. Et parfois aussi invisibles parce qu'ils sont surexposés. Surexposés dans une prolifération d'images répétitives. Par exemple, ces canaux surchargés qui tankent sur nos écrans et qui font comme une houle dans notre imaginaire. Ce qui me conduit, pour finir, à un deuxième point, une invitation à changer notre regard, fût-il le mieux intentionné, sur ces hommes, ces femmes qui, pour fuir la misère, pour fuir les persécutions, se pressent aux portes de l'Europe. Je crois vraiment qu'il ne faut pas les considérer seulement comme des victimes, ballottées par les événements et brutalisées par les pouvoirs. C'est une réalité, bien sûr, et une réalité cruelle qu'il n'est pas question de nier. Mais les réduire à cela n'est ni exact, ni juste. C'est, si vous me le permettez, une vision en trompe-l'œil. Car ils sont également les sujets de leur vie, les acteurs de leur histoire, une histoire dont ils veulent éperdument changer le cours. Ce sont des aventureux. Vous savez, le philosophe Vladimir Yankelevitch distinguait les aventuriers et les aventureux. C'est dans un joli texte, l'aventure, l'ennui, le sérieux. Pour Yankelevitch,
L'aventurier, c'est le bourgeois qui triche au jeu bourgeois. Il en connaît les règles, il les détourne à son avantage, mais il ne les subvertit pas. Au contraire, l'aventureux est toujours un débutant, dit-il. Il saute dans l'inconnu, et quand il joue, c'est son va-tout. Sa vie en dépend. Il parie sur le futur et avance, dit encore le philosophe, vers l'empire énigmatique des possibles. L'empire énigmatique des possibles. C'est vrai qu'il n'est pas facile de quitter des proches, un monde familier, fût-il misérable, fût-il opprimé. Pas facile de partir pour tenter sa chance dans un pays étranger dont on ne connaît pas les habitudes, les coutumes, la langue souvent, et aussi, ou très souvent également, on n'est pas le bienvenu. Il faut de l'audace, un peu d'inconscience peut-être, un fol espoir, et la volonté pour tenter de forcer l'avenir, de réorienter son destin. 1 minute. Alors je vais aller plus vite. Il faut donc être vaillant pour affronter les multiples dangers du voyage. Bref, les migrants sont des aventureux, les héros courageux, malmenés de nos tristes temps. Et pourtant, ils ne sont pas du tout vus comme ça. On ne raconte pas, ou très peu, cette dimension héroïque de leur parcours. Comme Ulysse, ils usent de la ruse, la métisse, pour s'en sortir, mais on ne raconte pas leur Odyssée. Ils n'affrontent pas le cyclope, mais ils affrontent des bureaucraties aveugles aux règles implacables. Et les efforts qu'ils doivent fournir sont démesurés. Mais voilà, l'héroïsme n'est pas, généralement pas associé à cela. C'est plutôt la force, la puissance, le défi glorieux, les combats virils. Bref, ces histoires-là n'ont pas cette aura. Ce ne sont pas des histoires épiques, ce sont des histoires tragiques mais discrètes. Et il est peu fréquent qu'on les raconte. Les récits sont rares et l'on sait bien qu'il n'y a pas de héros sans récit. Donc, pour terminer vite, pour faire entendre, sentir, connaître ces héroïsmes-là, il faudrait des poètes, il faudrait également des formes esthétiques, des registres narratifs, des opéras, des sagas, des odyssées, des romans, pourquoi pas des séries, et des récits, des œuvres à la fois populaires et exigeantes, et ce n'est pas nécessairement incompatible. Des écrivains, des artistes ont montré la voie, comme Mantia tout à l'heure. Il nous faut des récits du divers pour élargir notre horizon, pour dessiller notre regard. Georges Didier Berman, que je citais à l'instant, dit dans le même ouvrage qu'il n'y a pas d'existence collective et de destin commun qu'à condition d'élaborer un espace de visibilité partagée. Il nous faut cet espace de visibilité partagée. Merci. Merci. Merci pour ces très belles réflexions sur visibilité, invisibilité. On pourrait dire aussi narrativité et absence de narration. Et qui dit invisibilité fait naturellement penser aussi à ces successives opérations d'évacuation des migrants qui s'établissent le long du canal Saint-Martin, le long du canal Saint-Denis et qui sont dispersés dans des CAES ou des CAO très loin de Paris. Très bien. Mathilde Larère, maintenant, qui est historienne elle-même, maître de conférence à Marne-la-Vallée, enfin c'est Paris-Est, Marne-la-Vallée, et qui s'est occupée d'histoire et qui est toujours engagée dans l'histoire de la citoyenneté et aussi l'histoire du maintien de l'ordre public naturellement, et du maintien de l'ordre public dans les espaces publics. Et elle vient de publier avec Laurence Decoq et Guillaume Mazot,
Mazot, c'est bien ça. Guillaume Mazot, un ouvrage qui s'intitule « L'histoire comme émancipation », c'est paru auprès de l'éditeur Agone, et cette publication s'accompagne désormais d'une page qui a peut-être le même titre dans Politis, si j'ai bien compris, c'est ça. Hein, pas le même titre. Pas le même titre. Alors, dites-nous le titre de la page de Politis. Je l'ai découvert dans le dernier numéro. L'histoire n'est pas un roman. L'histoire n'est pas un roman. À vous la parole. À moi la parole. Alors, donc, sur la jeunesse du monde, juste pour rebondir sur ce que vous disiez au départ, actuellement, il est clair que même la jeunesse du monde fait peur au gouvernement, puisque, comme vous devez le savoir, le gouvernement a pris la décision d'augmenter de façon drastique les frais d'inscription des étudiants étrangers non communautaires, qui, par ailleurs, suscite de la part des étudiants actuels, mais même aussi, heureusement, d'un certain nombre de profs, une réaction virulente, mais bon, qui continue. Donc c'est bien cette jeunesse qui fait peur. Cela dit, moi, je n'ai pas pris jeunesse dans son sens, on va dire, biologique, uniquement les jeunes, mais plus en fait comme une métaphore de la richesse, quelque part, que représente l'immigration, parce que pour moi, ce titre, La jeunesse du monde, ça bat en brèche toutes les innombrables unes que l'on voit sur les kiosques des journaux ou les petites phrases ou les longs discours qui font plutôt de l'immigration la misère du monde, quand on ne la présente pas comme un péril ou une menace. Eh bien, non, justement, rappeler que c'est plutôt, à l'inverse, une richesse. Cette idée misère du monde, on la retrouve dans la phrase, certes tronquée, mais qui fait normalement le lien de Rocard, toute la misère du monde, ou dans le poème qui est au pied de la Statue de la Liberté. Quand les migrants, les 50 millions de migrants qui sont passés d'Europe aux États-Unis, arrivaient à Ellis Island, ils voyaient la statue, et sur la statue, il y avait marqué un poème d'Emma Lazarus qui dit « Donne-moi tes pauvres, tes exténués, tes masses innombrables aspirant à vivre libre, le rebut, c'est sympa ça, de tes rivages surpeuplés, envoie-les-moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte. » Donc évidemment, c'était pour valoriser l'accueil américain, mais enfin, ça n'en construit pas moins le lien entre misère et immigration. Et bien, c'est très important de battre cela en brèche, à la fois actuellement, mais évidemment, ce que je ferai plus en rappelant l'histoire de tous les apports de l'immigration. Alors déjà, peut-être juste rappeler, mais on le ferait évidemment encore mieux en se parlant du présent, que l'immigration, et surtout quand elle est sur une longue durée, quand elle est transnationale, en fait, elle ne concerne que rarement les plus pauvres, parce que déjà, de toute façon, c'est cher, ces vastes déplacements, ces immigrations. Ceux qui, justement, passaient au pied de la statue où était marqué le poème d'Emma Lazarus que je vous lisais, d'abord, ils avaient dû se payer la traversée, ce qui n'était pas rien. Et ensuite, pour arriver à être acceptés à Ellis Island, il fallait qu'ils aient un pécule. Donc, ce n'est pas vraiment les déshérités. Cette idée de la misère du monde est largement une construction. Par ailleurs, souvent les immigrés après se retrouvent dans des situations de misère, ils ne l'avaient pas au départ, c'est à l'arrivée qu'ils se retrouvent dans des situations de misère à cause de l'accueil, parce que le trajet a bouffé les réserves et les économies qu'ils avaient pu faire avec les passeurs, dont on sait bien qu'ils prennent une grande partie de l'argent, et puis parce que sur place, soit leurs diplômes ne sont pas reconnus, soit ils n'ont pas le droit de travailler. En tout cas, souvent, pas toujours, mais des fois la migration est une trajectoire pas d'ascension, mais de baisse, de chute sociale. Et cette misère qu'on leur reproche, en fait, elle est créée par les conditions d'accueil. Mais surtout, il faut rappeler à quel point ça a été important dans l'histoire et dans tout ce que ça peut culturellement. On l'a vu avec le film, économiquement, le film en parlait aussi, toute cette immigration. Alors, d'abord, c'est un enrichissement démographique. De toute façon, on est tous... Il y a une super pièce de Gérard Noiriel qui le dit très bien. Nos ancêtres sont des migrants. Une très très grande majorité d'entre nous a au moins un grand-parent ou un arrière-grand-parent migrant. Donc de toute façon, c'est une donnée démographique. Ça n'existe pas, le français de souche. D'autre part, on pourrait citer quelques noms. Alors, on parlait d'opéra. Eh bien, par exemple, Jean-Baptiste Lully, créateur de l'opéra français, secrétaire de Louis XIV, c'était un Italien.
Pour venir ici, vous avez traversé la salle Marie Curie, qui était née, j'arrive jamais à le prononcer, Skłodowska, était née dans ce qui allait devenir la Pologne. À l'époque, c'était encore la Russie. On parlait de jeunesse. Le premier bébé cadom, vous savez, la petite tête trop mignonne, c'était un enfant d'un père roumain et d'une mère polonaise. Donc en fait, voilà, c'est ça la réalité. Alors, on peut continuer à égrener des noms, mais il ne faut pas que ces noms soient des arbres qui cachent la forêt. L'important, c'est l'essentiel de, finalement, tous ces migrants et migrantes qui ont apporté à notre histoire. Économiquement, on l'a rappelé tout à l'heure, des migrations qui, dès 1880, puis après la Première Guerre mondiale, notamment qu'il y avait une sacrée crise démographique, et après la Seconde, dans un premier temps, des Belges, des Allemands, des Italiens, puis des Polonais, puis des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Espagnols, des Portugais, qui sont venus. Il n'y aurait pas de route sans ça. Les autoroutes, tous les produits ménagers, les produits électroménagers, les voitures sur les routes, c'est des étrangers qui ont construit tout ça. Donc il ne faut pas l'oublier. C'est en ça que ça a eu un apport important. Même pour l'agriculture. La France connaissait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, un phénomène d'exode rural, du fait de la crise démographique aussi. Qui est venu prendre des terres dans le sud-ouest ? Mais c'est des Italiens que l'État a d'ailleurs encouragé à venir. Pour vous donner quelques chiffres, en 1922, dans les 13 départements du Sud-Ouest, il y avait 66 propriétaires italiens et 12 fermiers. Juste 5 ans après, en 1927, 5000 propriétaires italiens et 12 000 fermiers. Sinon, c'était l'exode rural, c'était la désertification dans ces pays. Et par ailleurs, ils ont apporté énormément de choses. Vous êtes tous, je pense, beaucoup d'entre vous, vous êtes promenés dans le sud-ouest de la France, vous les connaissez, les champs de maïs. Mais qui a apporté le maïs? C'est les Italiens, parce qu'ils avaient envie de manger de la polenta, parce que c'est drôlement bon la polenta. Donc, cette culture du maïs, elle vient de ça. L'ensilage, qui est une méthode efficace en agriculture et qui marchait bien dans le sud-ouest, c'était italien, ça ne se pratiquait pas dans le sud-ouest avant. Les premières moissonneuses-batteuses dans le sud-ouest, elles viennent d'Italie. Le sud-ouest avait des modes d'agriculture très archaïques et toute la modernisation agricole est venue en fait de ces travailleurs, qui après se sont installés italiens. Et on pourrait donner plein d'autres exemples. Dans la résistance, la Moye, et vous reconnaîtrez le poème que je cite en le transformant un petit peu, ces résistants qui avaient leurs portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes, menaçants, l'affiche qui semblait comme une tache de sang parce qu'à prononcer leurs noms sont difficiles. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient le cœur avant le temps, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Pas les oublier non plus. Ça fait partie quand on veut opposer au discours de péril, de menace, de misère, rappeler la Moye, rappeler le groupe Manouchian. Donc voilà, il y a toute une richesse à évoquer. Vous auriez pu, à ma place, avoir donc la pièce de la conférence gesticulée de Gérard Noiriel et Martine Derrien et leur compagnie, qui s'appelle « Nos ancêtres les migrants », qui montre ça très bien. Toutes les histoires de l'immigration le montrent aussi. Alors ce à quoi il faut faire attention, c'est que il ne faut pas que l'histoire, ça soit la muséification d'une immigration qui serait le passé. Il y aurait genre une bonne immigration avant, mais alors maintenant... Donc ça, c'est un discours qui est très classique. Rien qu'ici, il a été pris quand Jean-Pierre Raffarin inaugurait le musée de l'immigration. Il disait « Nous devons reconnaître l'apport de l'immigration à la construction de la France et changer les représentations de ce phénomène. Il y va de la cohésion de notre nation. » Si j'avais su qu'un jour je citerais Jean-Pierre Raffarin, je vous avoue que... Mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le problème, c'est que tout en disant ça, son gouvernement menait des politiques qui n'étaient pas du tout des politiques d'accueil. Et en fait, ce contraste entre la réalité de politiques d'accueil qui sont xénophobes, qui sont fermées, et un discours sur « Ah mais oui, c'était bien avant le passé », est très classique dans l'histoire de l'immigration. Il y a une magnifique caricature de Kepler,
On est en 1892 aux États-Unis et cette caricature, elle représente 4 personnages bien mis, bien gras, bien en forme, riches, chapeau de forme. Et ils sont sur le quai d'un port. Un bateau arrive et descendent du bateau 4 personnages qui évidemment le sentent en regard. Eux, justement, plutôt la misère du monde. Ils sont mal habillés, ils sont plutôt maigres. Et donc, il y a ce contraste entre les nouveaux qui ne veulent pas qu'ils arrivent, et, enfin les vieux qui ne veulent pas qu'ils arrivent, les vieux Américains, hein, et les jeunes qui arrivent. Et en fait, le caricaturiste a fait les ombres à ces mauvais accueillants, qui sont donc tout gras, là, et les ombres, en fait, c'est les nouveaux qui arrivent, c'est des ombres frêles, des ombres fragiles et misérables. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut rappeler? C'est que souvent le xénophobe d'aujourd'hui, c'est l'enfant ou le petit enfant de celui qui a subi la xénophobie hier. Et que ça, il ne faut pas l'oublier. Et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise immigration. Il y a une histoire de l'immigration qui tout le temps apporte des choses, qui tout le temps est difficile pour ceux qui la vivent, qui tout le temps soulève des discours de rejet, de xénophobie, de volonté de fermer. Et finalement, au bout du compte, si l'histoire du rejet est aussi vieille que l'immigration, au bout du compte, l'histoire, elle donne raison au fait que l'immigration a toujours apporté terriblement aux pays qui ont accueilli ceux qui venaient d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir rendus attentifs au savoir avec lesquels exilés arrivent ici ou arrivent dans les différents pays de l'Union européenne, des savoirs culturels naturellement, mais aussi des savoirs pratiques, et il tient à nous de les valoriser plutôt que de les confronter à l'enfermement au CRA et ensuite à une série de mesures d'expulsion. Sinon, ce qui signifie expulsion signifie naturellement rejet complet, sinon négation même de leur valeur d'humain et d'humain en tant qu'être culturel. Bien. Et finalement, donc, je passe la parole à Camille Schmoll, qui est elle-même géographe, sociologue aussi, maître de conférence à Paris 8, hein, à Paris Diderot, c'est bien ça, Paris 7, Paris 8, ce serait ça, à Paris 7, et qui a travaillé sur les dynamiques migratoires, et en particulier sur les dynamiques migratoires dans cet espace qu'elle appelle l'espace euro-méditerranéen, qui a été cité et mentionné et discuté à plusieurs reprises ici. Elle s'intéresse en particulier aux nouvelles formes de migration, et ce sont bien des nouvelles formes auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles nous cherchons maintenant des réponses. À elle donc la parole. Merci beaucoup de m'avoir proposé de participer. Oui, je travaille sur l'Italie et Malte, qui est donc des États qui aujourd'hui sont au cœur de l'actualité sur les questions migratoires en Méditerranée. Et je travaille depuis assez longtemps sur l'Italie, et donc j'ai vu en fait se dérouler différentes phases de la gestion des questions migratoires en Italie. En gros, il y en a eu 4. D'abord, le refus de se considérer comme un pays d'immigration, ça c'était avant les années 80. Le refus d'accepter qu'on était devenu un pays d'accueil, et qu'on est, enfin d'accueil entre guillemets, plutôt qu'un pays de départ. Et puis une acceptation progressive de la situation avec des phases de régularisation progressive. Hein. On a beaucoup régularisé en Europe du Sud dans les années 80-90, un petit peu au début des années 2000. Et puis, petit à petit, une phase de repli après la crise économique, qui est liée aussi au nouveau départ, hein, au départ des Italiens, des Espagnols, des Grecs qui repartent, qui émigrent de nouveau. Et puis cette phase de repli, donc, qui a rendu très difficile en fait toute forme de migration économique en Italie, légale, je veux dire, hein, ou de régularisation de la migration. Et puis dernière phase, celle à laquelle on assiste de façon, disons, avec sidération, il faut bien le dire, ces derniers mois, qui est ce tournant, parce que c'en est un quand même,
avec l'arrivée de Matteo Salvini au ministère de l'Intérieur, qui, alors que depuis 10 ans, grosso modo, ce qui est le cas d'ailleurs depuis quelques temps aussi en France, sans vouloir grossir le trait, une des seules façons de pouvoir aspirer à une résidence, à un séjour légal, c'était l'asile. Aujourd'hui, on assiste à une phase de remise en cause assez drastique du droit d'asile en Italie, et notamment avec ce dessein de supprimer tout ce qui a trait à la protection subsidiaire. Donc une accélération face à laquelle on est assez sidéré et face à laquelle il est difficile en fait de réagir, parce que travailler sur l'immédiat, sur l'actualité, sur ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, dans les 3 derniers jours, c'est pas évident. Et donc, je vais essayer de vous donner un tout petit peu d'essayer d'avoir un tout petit peu de distance sur ce qui se passe. Et pour reprendre le titre de la journée, je voulais commencer avec une citation de Glissant et Chamoiseau, que j'aime beaucoup. Le mur peut être subreptice ou officialisé, discret ou spectaculaire. Pour moi, Salvini aujourd'hui, c'est le mur officialisé, c'est le mur spectaculaire, c'est Trump aussi, de toute façon, c'est la même chose. Et puis, il y a tout ce qui se joue depuis 30 ans dans l'espace euro-méditerranéen, qui est plus subreptice, certes, plus discret, mais qui nous a mené à cette accélération, qui nous a mené droit dans le mur, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je voulais témoigner en fait d'une part de ce double mouvement, ce mouvement sur le long terme et ce mouvement d'accélération auquel on assiste depuis quelques mois. Pour moi, un moment important, ça a été la dérive de l'Aquarius en juin dernier, qui a été la première des dérives auxquelles on a assisté, cette longue dérive, 14 jours de l'Aquarius, avec plus de 600 personnes à bord, déshydratées, brûlures chimiques, et qui était la conséquence de la fermeture des ports italiens. Et puis donc une longue dérive, puisque ça fait une trentaine d'années que ça dure, et puis cette tension aussi, donc à la fois ce mouvement d'accélération, et puis cette tension aussi, qui, à mon avis, est aussi très bien illustrée dans la citation de Glissant et Chamoiseau, qui est cette tension, ce mélange des registres, en fait, entre ce qui est de l'ordre de l'humanitaire et ce qui est de l'ordre de la frontiérisation. C'est-à-dire qu'on a cette double logique concomitante. Oui, on construit des frontières, mais en même temps, on va aider les plus méritants, ceux qui ont souffert le plus, etc. Cette ambivalence des registres quand on parle des migrants, alors Salvini, il a l'avantage qu'il n'est pas ambivalent du tout. La plupart des hommes politiques le sont. Et du coup, cette ambivalence dans laquelle, qui est finalement assez commode, dans laquelle il est facile de verser, ce mélange des registres, ce mélange des genres, nous amène à ne plus en fait distinguer parfois ce qui est juste et ce qui est injuste. Et je terminerai là-dessus. Je vous parlerai des histoires des migrants à la fin, et des migrantes. Parce que finalement, c'est en écoutant leurs histoires qu'on comprend ce qui est juste et ce qui est injuste et ce qui ne fonctionne pas. Donc, je disais, on a assisté ces derniers temps, ces derniers jours, ces derniers mois à une accélération. Alors, je pourrais citer juste un certain nombre d'événements vraiment des derniers jours, qui ont déjà été évoqués en partie. Quelques éléments de contexte sur la Méditerranée. Le retrait des navires, effectivement, de la partie maritime de l'opération Sophia, ça a été dit. Donc, ce n'était pas la plus grande partie des sauvetages en Méditerranée, mais ça contribuait au sauvetage en Méditerranée. Et donc, c'est un événement important. Et surtout, c'est un événement significatif parce que, en fait, ce n'est pas uniquement pour le nombre de vies qui pourraient être sauvées, c'est aussi parce que c'est bien le signe que c'est aujourd'hui Matteo Salvini qui mène la danse en Méditerranée et pas l'Union européenne. Et ça, c'est très, très étonnant. La séquestration par 3 migrants qui avaient été sauvés en mer par un navire commercial, le détournement d'un navire commercial par 3 migrants qui avaient été sauvés en mer ces derniers jours, il y a 3 jours. De nombreuses personnes sauvées au large de la Libye, des hommes, des femmes, des enfants. Et ces 3 migrants qui, quand on leur annonce qu'on va rentrer en Libye, décident de détourner le bateau pour qu'il aille jusqu'à Malte. Donc ça, c'est le 2e fait de ces derniers jours. 3e fait, séquestration du navire Mare Jonio, arrestation de certains volontaires de l'organisation militante Méditerranea qui va sauver des gens en mer.
Donc ça, c'est juste pour rappeler quelques petits épisodes d'une situation actuelle qui, pour moi, mène, enfin je ne suis pas la seule à le dire, à la fermeture de la mer Méditerranée. Alors il y a toujours des gens qui réussissent à passer, il y en aura toujours. C'est difficile quand même de fermer une mer. Et puis ça restera cet espace mouvement en partie. Mais n'empêche, c'est quand même une mer presque fermée. C'est une mer presque fermée, et ça, c'est la grande nouveauté quand même. C'est la grande nouveauté. Alors, c'est une longue histoire, puisqu'il y a eu pas mal de tentatives de différents côtés d'éviter cet épilogue. Pendant les années 2010, on peut rappeler notamment l'opération Mare Nostrum, qui avait été menée par le gouvernement italien suite à un très grand naufrage au large de Lampedusa en octobre 2013, 250 morts, beaucoup d'enfants érythréens, et puis la pression qui avait été exercée par l'Union européenne pour cesser cette opération de sauvetage italienne, et donc l'interruption de Mare Nostrum, avec pour finir cette phase Mare Nostrum, enfin juste après en fait les grands naufrages d'avril 2015, qui avaient amené 3 naufrages qui avaient amené à la mort de 1250 personnes. C'était un premier épisode de tentative d'essayer de faire quelque chose. Un deuxième épisode, vous le savez, c'est l'intervention des ONG en Méditerranée, donc une humanitarisation, pour reprendre la chercheuse Marta Esperti, qui se privatise en quelque sorte, c'est-à-dire le fait que l'État ne puisse plus assurer le sauvetage. Et donc, ça passe par d'autres biais. Et puis, vous le savez, la criminalisation progressive des ONG. Et le fait qu'il est devenu quasiment aujourd'hui impossible. Aujourd'hui, on a un bateau en mer, mais c'est compliqué, quasiment impossible d'intervenir. Donc, c'est quelque chose qui dure. 2011 est une date importante. Il y a les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, et puis après, si on veut remonter un petit peu plus loin dans le passé, ce serait 2011, le moment des printemps arabes, le moment de la révolution de Jasmin, où quelques milliers de Tunisiens ont quitté la Tunisie pour l'Italie, se sont retrouvés bloqués sur l'île de Lampedusa, avec une stratégie de la part du gouvernement italien pour les mettre en visibilité. On revient à la question de la visibilité, pour créer l'urgence, et puis la non-réaction européenne, ou la réaction de fermeture des frontières franco-italiennes, et tout ce qui s'en est suivi. Il s'est passé beaucoup de choses dans les 10 dernières années. On peut rappeler l'année 2015, qui a été cette année... l'année des Syriens, l'année des exils syriens, d'arrivée massive, plus d'1 million de personnes, effectivement, mais en même temps, une parenthèse avec une réaction extraordinairement dure du côté de l'Union européenne et très rapide finalement, puisque après l'ouverture, cette ouverture allemande, très rapidement, on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont permis de refermer très très vite les voies maritimes. Et là aussi, ce qui se passe depuis quelques mois n'en est que l'épilogue, que l'accélération. On peut rappeler la création des hotspots, par exemple, en 2015. On peut rappeler les accords entre l'Union européenne et la Turquie en 2016. Et on peut rappeler, bien entendu, la reprise des négociations avec la Libye, qui n'est pas du fait de Salvini, mais du gouvernement qui l'a précédé, un gouvernement de centre-gauche. L'accord pris en février 2017 entre le ministre de l'Intérieur italien, Minniti, et les autorités libyennes, qui a mené à la création justement de la zone de sauvetage libyenne. Donc 8 ans que ça dure. Et puis enfin, on peut remonter dans les 30 dernières années et du coup se rappeler que finalement ce qui se passe aujourd'hui est aussi le corollaire de la création d'un espace de libre circulation européen qui a amené au renforcement de la frontière extérieure, donc 85, Schengen, Dublin, et notamment Dublin 2, 2003, avec cette règle de la demande d'asile dans le premier pays d'entrée, qui est un des gros problèmes, et ce qui a amené aujourd'hui qui a amené en partie à l'arrivée de Salvini. On peut rappeler également cette longue histoire d'externalisation, peut-être qu'il en a déjà, j'étais pas là ce matin, donc peut-être qu'il en était déjà question ce matin, cette longue histoire de la coopération avec les pays tiers et cette longue histoire de l'externalisation. Et la coopération avec la Libye n'est pas une nouveauté.
Alors, j'avais dit que je terminerais sur la question des migrantes et des migrants et de leur trajectoire. Donc, pour y voir plus clair face à cette confusion et face au fait qu'on ne cesse de nous expliquer que si on veut pouvoir accueillir ceux qui en ont vraiment besoin, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, n'est-ce pas ? Donc, je voudrais revenir sur une expression qui est utilisée par les organisations internationales et aussi par un certain nombre de politiques, qui est l'expression de flux mixte, qui viserait en fait à séparer, à considérer qu'il y a deux types de migration dans les bateaux qui traversent la Méditerranée. D'un côté, des migrants économiques et de l'autre, des migrants politiques. Alors, à mon avis, si on prend le point de vue des migrants, si on prend le point de vue, moi j'appelle ça le point de vue de l'autonomie, le point de vue d'une autonomie qui est certes en tension, mais d'arrêter de les victimiser, pas les considérer forcément non plus comme des héros, mais simplement comme des personnes qui, quand même, font preuve d'une certaine volonté pour se mettre en mouvement. Et si on part de leur point de vue, et si on écoute leur histoire, en fait, on se rend compte que cette distinction entre migration économique et migration politique est assez absurde. Bien entendu, au départ, il y a des motivations qui sont différentes, bien entendu. Il peut y avoir pour certains et certaines des motivations économiques et pour d'autres des motivations politiques. Souvent, il y a des motivations d'émancipation, tout simplement. Moi, je travaille particulièrement sur les femmes. Dans les histoires des femmes, il y a des histoires de violence de genre, mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a des femmes qui ont connu, qui viennent de Somalie, par exemple, qui ont connu le viol comme arme de guerre en Somalie. Mais il y a aussi des filles aînées, ces mêmes femmes qui ont connu le viol comme arme de guerre, c'est aussi des filles aînées. À un moment donné, on leur dit, écoute, t'es la plus grande, ce serait bien que tu partes, parce que ce sera bien pour tout le monde, ça aidera. Donc c'est pas seulement, en fait elles le sont toutes des filles aînées, les Somaliennes que je rencontre. Donc en fait, c'est pas, voilà, déjà au départ il y a un mélange de motivation. Et puis en route, quand on connaît ce qui se passe en Libye, aujourd'hui on ne peut plus faire semblant, on pouvait encore le faire il y a quelques années, aujourd'hui il y a des déclarations de l'ONU, c'est même plus seulement les ONG qui témoignent, hein. Ça fait quand même quelques années qu'on a des retours d'Amnesty, de Médecins sans frontières, etc. Mais là maintenant c'est l'ONU, bon, ça devient un petit peu crédible peut-être, je ne sais pas. On sait ce que subissent les enfants, les femmes, les hommes. Moi je vois que depuis 10 ans, les femmes que je rencontre aux frontières, il y a 10 ans, certaines d'entre elles, presque toutes, avaient connu ce qu'on appelle des violences sexo-spécifiques. Bon, pas très jolies, mais bon. Elles avaient toutes été violées en Libye et elles arrivaient souvent enceintes. Aujourd'hui, elles n'ont pas été violées une fois ou deux fois, elles ont été violées des dizaines de fois et de façon massive, répétée. Et elles ont vécu plein d'autres violences également. Donc, comment peut-on encore maintenir ce distinguo entre mobilité économique et mobilité politique quand on a traversé la Libye ? Ça, c'est le premier point, à mon avis, qui met complètement en crise l'idée d'une distinction. Deuxième difficulté, deuxième problème par rapport à cette distinction, il se trouve, et ça, c'est peut-être pas bien de le dire parce que quelque part, c'est pas très légal, mais la plupart des hommes et des femmes qui passent par la Grèce, qui passent par l'Italie, qui passent par Malte, effectivement, ne souhaitent pas rester. Et quand ils souhaitent rester, parce qu'ils sont reconnaissants, parce qu'ils ont reçu une protection, parce qu'ils ont des amis sur place, etc., les conditions sont devenues tellement difficiles dans ces pays que finalement, au bout d'un moment, ils souhaitent repartir. Et donc, on les retrouve. Et là aussi, je crois qu'on met complètement en crise aussi le paradigme d'une migration humanitaire qu'on devrait protéger et à laquelle on ne laisserait pas aussi une forme d'autonomie. C'est-à-dire que les gens ont besoin aussi, même quand ils bénéficient de l'asile ou d'une protection subsidiaire, ils ont besoin de pouvoir se déplacer dans le territoire européen. Parce que c'est là qu'ils ont des amis, c'est là qu'ils ont des contacts, c'est là qu'ils ont des réseaux, et c'est là qu'ils vont pouvoir, parfois qu'ils parlent la langue aussi, et c'est là qu'ils vont pouvoir reconstruire leur vie. Et donc c'est les trajectoires, la mobilité des migrants qui mettent en crise en fait nos catégories et la façon dont les politiques pensent la migration. Merci. Merci de nous avoir rappelé en particulier cette
accélération des mesures prises à l'égard des entreprises de sauvetage, en notant donc que la politique menée par Salvini, évidemment, dans ces derniers mois, déterminante, mais comme on l'a déjà à plusieurs fois signalé, l'appui aux gardes-côtes de Libye, et l'appui aux gardes-côtes de Libye, notamment avec l'extension des eaux territoriales de Libye en eau internationale, avec la complicité de la France, avec la cession de ces bateaux au bénéfice des gardes-côtes de Libye, est une politique qui est conduite déjà depuis 2, sinon 3 ans. Donc Salvini ne fait que confirmer la politique qui est conduite par l'Union européenne dans cette zone centrale de la Méditerranée. À vous la parole. Oui, volontiers. Tiens. Relativement, oui. On va prendre 3 interventions peut-être, et puis un tour de réaction, et puis on verra si on aura le temps pour un deuxième tour. Ce n'est pas certain, c'est en fait le film qui a été un peu plus long que ce qui était prévu au programme. Mais je vous remercie pour avoir respecté les temps qui vous étaient impartis par ce même programme. Alors, Philippe. J'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Cependant, j'ai un léger malaise sur un certain nombre de questions et qui se termine justement par votre conclusion. Pour dire d'où je parle, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années auprès des réfugiés dans le monde. Donc, l'idée de ce qu'on appelle en anglais, par exemple, l'immigration forcée, c'est pas quand même quelque chose qui a disparu. C'est pas exactement la même, ça ne peut pas se confondre avec d'autres migrations. Ah, pardon. Excusez-moi. Je disais donc que l'idée des migrations forcées, elle n'a pas disparu dans le monde, et depuis au moins 40 ans, les pays du Sud supportent le poids de toutes les migrations avec des effets des fois dévastateurs pour leur pays. Je vais donner 2-3 petits exemples. Je veux dire, lorsqu'il y a eu la guerre des mutilations en Afrique de l'Ouest, Guinée, que 300 000 réfugiés de Sierra Leone et de Libéria sont venus en Guinée-Conakry. Ils ont investi toute la région qui s'appelle la Guinée forestière, qui était aussi la dernière forêt de la Guinée. Bon, en l'espace de 3 ans, je veux dire, la région s'est effondrée d'un point de vue écologique, social, etc. Et aujourd'hui, la crise qu'on connaît en Guinée fait que justement, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui essayent de venir en France. Je veux dire, on voit comment le tour se fait. Aujourd'hui, moi, je suis un petit peu gêné parce que je tiens énormément au statut de réfugié. Et je tiens énormément à ce que ce statut de réfugié soit préservé pour un certain nombre de personnes qui n'ont absolument eu aucun choix. Quand les gens quittent, par exemple que ce soit en Amérique centrale, quand les gens du Guatemala ont quitté, ils quittaient par village entier. Ils ne quittaient pas tout seuls, ce n'était pas un choix délibéré, plus aventureux, etc. Et bien entendu, cela, il n'arrive jamais chez nous. Donc nous, on parle d'une petite fraction, la pointe des migrations qui arrivent chez nous. Et je veux dire, du coup, on va essayer de penser ça en disant, par exemple, c'est discriminatoire de faire la distinction entre réfugiés économiques, migrants, etc. Et là, moi, ça me choque profondément, parce qu'on est en train de se priver d'outils. Au contraire, il faut défendre le droit à l'asile. Et je vais terminer une chose. Au départ, il y avait les réfugiés. Dans les années 90, avec les phénomènes à la fois climatiques, catastrophes et guerres, il y a eu un phénomène qui s'est développé énormément, jusqu'à 50 millions de personnes dans le monde, qui est le déplacement interne, c'est-à-dire les gens déplacés. Donc, le nombre de personnes déracinées ne cesse d'augmenter dans le monde, et il ne va cesser d'augmenter. Et donc là, ces phénomènes-là, on ne peut pas les voir simplement du côté de la pointe qui vient nous enrichir pour convaincre nos concitoyens. Il y a quelque chose d'un peu plus important
et il y a une catastrophe migratoire avec des effets sans pareil sur des pays entiers. Je veux dire, aujourd'hui, puis je termine là, si vous voyez ce qui se passe en Afrique australe, avec la destruction de villes du sud de la destruction pour le sud de la Namibie, de toutes les ressources, eh ben, les Namibiens, ils viennent d'Afrique du Sud, les Mozambicains aussi, les Zimbabwéens aussi. Et je veux dire, on se retrouve avec des phénomènes migratoires qui créent des catastrophes dans tous les domaines. Et je veux dire, là, je crois que, je veux dire, il faudrait peut-être pas idéaliser au plus aussi les migrations, simplement avec un tropisme occidental. Merci. Merci. Peut-être encore 2 interventions les plus brèves possibles, je vous prie. Merci de ces beaux films et merci de vos interventions. Je voudrais revenir juste sur ce que disait Nicole Lapierre, s'il vous plaît, surtout sur ce que vous avez repris le terme de Georges D. Berman sur l'espace de visibilité partagée. Et je crois qu'il y a une absolue nécessité aujourd'hui de créer ces espaces de visibilité partagée. Et je voudrais témoigner de ce qui s'est passé en Grèce pendant 2015. C'est justement un travail exceptionnel qui a été fait par des photoreporters, des photographes et professionnels des grandes agences journalistiques qui ont justement contribué à déplacer les regards, à changer les regards d'une société entière qui n'était pas complètement protégée de la xénophobie, ou loin de là. Donc, et vraiment, je crois qu'il y a eu un travail qui a permis et qu'on n'est plus seulement dans la compassion, dans l'identification compassionnelle, mais aussi dans une reconnaissance dans l'autre, pas seulement d'une commune humanité et de la fragilité de l'autre, mais aussi de la détermination, de la force de braver des difficultés même insurmontables et aussi de ce courage remarquable. Et ça, en quelque sorte, forcé l'admiration et ça a permis une identification dans la différence. Et je crois que ça, c'est vraiment capital pour déplacer les regards. Et comme nous sommes dans ces lieux ici, j'aimerais rendre hommage quand même au musée de l'immigration McVal qui ont fait une exposition qui est terminée il y a pas longtemps, Persona Grata, qui a justement été remarquable sur ce plan-là. Je voudrais juste ajouter une toute petite question à Mantia concernant ce film. Est-ce que vous avez eu la possibilité de retourner à Lesbos depuis? Parce que vous auriez pu constater quand même que Lesbos, qui était une société, un non-lieu d'accueil et de solidarité, il y a eu un vrai effet toxique sur la société de ces fameux accords, qui n'est pas un accord, qui est juste une déclaration sans aucun statut juridique entre l'Union européenne et la Turquie, et qui vraiment a un effet dévastateur, pas seulement pour les migrants, mais aussi pour les sociétés qui sont transformées dans des prisons à ciel ouvert. Merci. Merci. Une 3e question encore, et puis on fait un tour de parole. Je t'ai vu dans le 4e. Oui, alors je vais revenir brièvement sur les problèmes de harcèlement, ce qu'on qualifie de harcèlement des aidants. Juste pour signaler quand même un truc, c'est que ça n'a pas forcément lieu que sur la frontière, soit sur Ventimille, Menton. Enfin, les Français disent toujours Ventimille, bien sûr, mais en réalité, quelque part, c'est Menton, en Roya, ou alors sur Briançon, Montgenèvre. Cette semaine, il y a eu une manif qui a été faite devant le CRA, le CRA de Vincennes, et il y a 3 Italiens qui ont fini en tôle et qui ont été quand même relâchés. On était au tribunal, au TGI Île de la Cité hier. Ils ont été relâchés par le juge, comment on appelle ça, juge des libertés, qui a quand même fini par
décider que c'était pas tout à fait dans les rails. Hein. Voilà, je ferme cette parenthèse. Alors, je voulais dire que... je voulais revenir aussi sur ce qui s'est passé avec donc, les 3+4 sur Briançon, à ma connaissance, sauf erreur. Les peines qui ont été prononcées contre ceux qui étaient, entre guillemets, juste humanitaires et ceux qui étaient militants ont été un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'elles ont été plus lourdes. Je m'excuse, mais on va en parler maintenant, hein, avec deux témoins qui sont présents ici. D'accord, effectivement, en fait. D'accord, ok. Voilà. On va repasser la... Très bien. Oui. Alors, je vous prie... Enfin, qui est-ce qui veut répondre aux questions qui viennent d'être posées? On va dans l'ordre? Dans l'ordre inverse? Non? Oui. Allez. Je vais agir à la dernière intervention, à la première intervention, pardon. Oui, non, mais j'espère que je n'ai pas donné l'impression de vouloir remettre en cause le droit d'asile, parce que là... non, et puis je suis tout à fait d'accord, en fait. C'est juste que là, je venais témoigner de la question de l'Italie, mais l'écrasante majorité des personnes déplacées et des réfugiés dans le monde sont dans notre pays du Sud. Et le problème de l'asile, effectivement, c'est pour ça qu'on a le luxe de pouvoir faire ce genre de distinguo, n'est pas, pour la plus grande partie, un problème européen, on est bien d'accord. Et c'est là que la crise qui s'est jouée dans les 10 dernières années n'est pas une crise de l'asile, n'est pas une crise migratoire, parce que, bon, peut-être à l'exception de l'année 2015, qui a été une année très particulière, ce qu'on a vécu n'est pas du tout de l'ordre. Mais par contre, le problème est quand même celui du fait qu'aujourd'hui, l'asile était devenu une des rares voies de régularisation. Et ça, c'est pas bon pour le droit d'asile non plus, mais c'est pas bon en général. Et qu'aujourd'hui, c'est cet asile, justement, qui est de plus en plus menacé, quoi. Donc, pour moi, je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec ce que vous avez dit. Et je regrette si j'ai donné l'impression de dire autre chose, quoi. Merci. Oui, alors moi j'ai fait 2 mois et demi à Athens et j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois à Lesbos. Déjà pendant le montage du film, les gens de Lesbos n'étaient plus contents d'avoir les camps à Lesbos. Et ensuite, à l'ouverture de Documenta, cette année, enfin 2017, Documenta était à Kassel et à Athens. Donc, c'était dénommé la leçon d'Athènes. Et je suis retourné, on a montré le film à Athens, et puis ensuite, moi, je suis allé à Lesbos. Et ce que je vis à Lesbos n'est pas très différent de ce qui se passe dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, sahéliens. À cause de ces lois européennes qui ont augmenté la sécurité, et aussi envenimer les questions, les divisions religieuses. Donc, beaucoup de gens... Au Mali, par exemple, quand moi je suis allé au mois de novembre, et puis en décembre, j'ai demandé au cinéaste Suleiman Cissé, alors comment ça va? Il dit, ça ne va pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on risque d'avoir un génocide au Mali. Ça, c'était en décembre. Et on voit déjà les Peuls et les Dogons. Tout ça, c'est lié à l'immigration, je vous assure. Parce que plus l'Amérique et l'Europe insistent sur la sécurité, le terrorisme, de restructurer, changer les cultures en Afrique de l'Ouest, plus les gens vont être vraiment divisés et on va détruire les liens qui existaient avant. Et on a vu entre les Dogons et les Peuls récemment. Et c'est ce qui se passe un peu. Ce que j'ai vu en Grèce, c'était un peu la même chose. À cause des lois européennes, moi, je pouvais aller à la banque tous les jours, sortir plus de $500. Mais un Grec ne pouvait pas sortir plus de $150 par mois. Donc, qu'est-ce que les Grecs vont penser de cela? Qu'est-ce que ça a à voir avec ces lois européennes, et ainsi de suite? Bon.
Encore une réaction? Sinon, on va peut-être mettre un terme au débat ici, en vous remerciant pour vos interventions et en vous rappelant que nous sommes confrontés à des mouvements migratoires tout à fait réduits. La plupart des déplacés, il ne s'agit ni de migrants, ni de réfugiés, ni d'exilés, ce sont dans les pays du Sud. Et même du point de vue des réfugiés, je vous rappelle que le Liban, avec ses 4 millions d'habitants, accueille 1 million de Syriens, et on pourrait faire le même constat pour l'Ouganda, qui accueille à peu près 1 million de Soudanais. Et nous appliquons à ceux qui font des demandes d'asile un droit individuel, alors que dans tous ces pays, il s'agit d'un droit collectif. Les réfugiés ou les migrants sont là, on les accueille tant bien que mal dans de grands campements. Merci. Alors si Théo et Bastien veulent bien nous rejoindre ici.